êtes-vous pour ou contre les sondages? Je suis contre les sondages. Et alors, deuxième question, accepteriez-vous de répondre à un sondage ou n'accepteriez-vous pas de répondre? Oh, je n'accepterai pas de répondre. C'est le premier sondage que nous donnons dans ce journal de 20 heures. Et à chaque jour, son sondage. Pour un sondage qui fait boum. Les instituts de sondage. Un sondage. Elle monte dans les sondages. C'est absolument énorme. Oui ou non, des bons résultats, ou bien s'il est arrivé que les sondages se trompent. C'est la question qui revient à chaque présidentielle. Les sondages faussent-ils les élections? Est-ce qu'à force de sonder l'opinion, ils ne finissent pas par la créer de toutes pièces? Alors que cette campagne se termine, j'aimerais m'arrêter avec vous sur l'influence que les sondages ont sur le débat public, médiatique, mais aussi le déroulement d'une élection présidentielle. Si bien que l'on peut aujourd'hui se poser la question: a-t-on vraiment choisi ce second tour? Alors même qu'on nous l'annonçait depuis 2017 déjà. Une chose est sûre, à force d'être sans cesse commentés, les sondages ont tendance à biaiser le débat politique, surtout quand ils se trompent. Et au passage, a aussi obsédé les politiques. On peut penser notamment à l'affaire des sondages de l'Élysée. Les sondages imposent aussi des thématiques en imposant des candidats. Nous l'avons vécu pendant cette présidentielle, les sondages peuvent devenir des faiseurs de rois. Moi, je pense toujours que je serai au second tour et que les sondages se trompent. Enfin, ces enquêtes d'opinion créent ou cassent des dynamiques de vote utile. On pourrait par exemple s'interroger sur l'impact qu'a eu sur le premier tour ce fameux sondage qui donnait pour la première fois Marine Le Pen gagnante face à Emmanuel Macron au second tour. En 1965, il y a eu 14 sondages pendant l'élection présidentielle, 157 en 1995, et devinez combien il y en a eu en 2017. 560. Leur nombre sera sûrement encore plus important pour 2022. Dès janvier 2021, certains instituts comme Harris Interactive testaient déjà les électeurs sur un second tour Macron-Le Pen, soit 1 an et 3 mois avant l'élection. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a un problème. Les sondages, par leur omniprésence médiatique, ont une influence disproportionnée sur les élections. Et si cette influence menaçait notre démocratie? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On pourrait commencer par se poser cette question toute simple. Mais au fait, depuis quand les sondages existent? C'est avec l'élection présidentielle de 1965 que l'usage des sondages commence à se répandre dans les campagnes électorales. Jusqu'alors, la France s'en était passée dans la grande majorité des élections. Mais cette année-là, l'élection présidentielle se joue pour la première fois au suffrage universel direct. Et les études d'opinion se font une place dans la campagne. Mais une place bien plus raisonnable qu'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'un sondage précisément? C'est une enquête statistique visant à donner une indication quantitative à une date déterminée des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d'une population par l'interrogation d'un échantillon. Mais alors, comment ça marche? Avez-vous déjà répondu à un sondage? Moi, jamais. Et on peut se demander comment sont choisies les personnes interrogées. Parce qu'un sondage doit être représentatif de la population française. Pour y arriver, 2 méthodes sont possibles, le tirage aléatoire ou la méthode des quotas. Mais les instituts utilisent beaucoup les quotas. L'idée, répliquer les proportions de différentes catégories de personnes dans la société. Pour cela, chaque institut dispose d'un panel dans lequel il pioche pour créer des échantillons et réaliser ses sondages. Certains instituts, comme Kantar, se vantent d'avoir un panel de plusieurs centaines de milliers de personnes. Pour les enquêtes sur les intentions de vote, on estime qu'il faut interroger au moins 1000 personnes. Et certains panélistes, comme ceux de Harris Interactive, sont remerciés de leur participation aux enquêtes par l'inscription, par exemple, à un tirage au sort mensuel qui met en jeu des lots. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'instituts n'interrogent que les personnes certaines d'aller voter. Le directeur général d'Ipsos, Jean-François Dorido, estime que cela n'a aucun sens de recueillir les intentions auprès des gens qui ne vont pas aller voter. Certes, mais pour certains experts, cette méthode réduit encore l'échantillon et augmente le degré d'incertitude. Car l'abstention est par définition difficile à prévoir. À 12 jours de l'élection, Ipsos prévoyait par exemple une abstention autour de 30%. Elle a finalement été de 26%. Nous l'avons vécu dans l'histoire. La faible participation peut provoquer des surprises et à contrario, il est aussi difficile de prévoir si les Français iront voter à la hauteur de ce que les volontaires de panel affichent dans les sondages. Surtout, rappelons qu'un sondage est une photographie de l'opinion à l'instant T, qui ne peut pas prédire certaines dynamiques ou événements, comme la guerre en Ukraine qui a bouleversé cette élection. Et pourtant, les médias construisent des rapports de force et un imaginaire général à partir de ces captures d'un moment donné. Au-delà de tout ça, l'opinion publique est de plus en plus volatile et donc difficile à mesurer. Par exemple, en 2017, un électeur sur 5 a fait son choix dans les dernières 48 heures de la campagne. En 2022, à 3 semaines du premier tour, parmi les électeurs certains d'aller voter, 4 sur 10 ne savaient pas pour qui ils allaient voter. C'est un fait. Les électeurs se décident de plus en plus tard dans une campagne. On peut donc déjà noter que les sondages peuvent avoir tendance à exclure les électeurs indécis et les abstentionnistes. Mais ce ne sont pas les seuls à être mis de côté. En réalité, la plupart des enquêtes d'opinion sont réalisées en ligne.
ce qui exclut de fait près de 10% de la population française du fait de la fracture numérique. Les plus jeunes et les plus âgés sont aussi moins présents dans les panels. Enfin, Jean-Daniel Lévy, directeur délégué Harris Interactive, le confesse dans un article de La Croix. On ne touche pas les catégories les plus populaires. Dans le même article, un sondeur, sous couvert d'anonymat, explique que ces biais méthodologiques tendent à faire pencher les résultats à droite de l'échiquier politique. Je crois vraiment qu'on peut parler d'erreur quasi systématique de surreprésentation assez lourde du Rassemblement national dans la vague des sondages de 2021 pour les régionales, et puis un phénomène aussi assez systématique de surestimation des listes La République En Marche et de sous-estimation des sortants. Donc non, en fait, le modèle là, il est pas calé et c'est un point de vigilance. Une chose est sûre, il y a un manque de transparence sur la façon dont sont réalisées ces enquêtes. Aussi, les études d'opinion coûtent aujourd'hui de moins en moins cher et sont même parfois fournies gratuitement par des instituts qui veulent se faire un nom. Si bien que les médias se retrouvent aussi avec des produits dégradés. Le temps consacré à la réalisation des sondages est de moins en moins important. C'est un peu comme pour l'information. Et cela doit nous amener à les prendre avec des pincettes. Alexandre Désé, politologue, rappelle dans son ouvrage « 10 leçons sur les sondages politiques » que sur la période 1965-2002, à 6 mois des élections, les prévisions ne sont correctes que dans 1 cas sur 8, à 3 mois dans 1 cas sur 3. Il ajoute « Sur les 25 dernières années, toute consultation électorale confondue, les dernières estimations des instituts de sondage s'avèrent erronées dans 1 cas sur 2. Même si cela a un peu changé avec les enquêtes en ligne, les sondages font aussi face à de grandes difficultés pour évaluer par exemple le vote Front National, ce qui a été confirmé le 21 avril 2002. À quelques jours du premier tour, Lionel Jospin, grand favori des sondages, n'imaginait pas un seul instant ne pas être qualifié. Imaginez juste 1 minute, monsieur le Premier ministre, monsieur le candidat, que vous soyez pas au second tour. Oui. Vous votez pour qui? Non, j'ai une imagination normale, mais tempérée par la raison quand même. Ouais. Donc, c'est impossible. Si, mais disons pas ça, mais ça me paraît assez peu vraisemblable. Hein? Bon, donc on peut passer à la question suivante peut-être. Et pourtant, à l'époque, il y avait un écart correspondant à 0,68% des suffrages exprimés entre Jean-Marie Le Pen et Lionel Jospin. Et donc, le vainqueur ne pouvait être prédit. Mais le Premier ministre a bénéficié dans les sondages des redressements des instituts. Et oui, les redressements sont une étape décisive des sondages. Ils consistent à prendre les données brutes pour corriger la sous-déclaration et la surdéclaration. Pour ceux de 2022, les instituts se basaient par exemple sur l'élection de 2017. Cette recette, qui est tenue secrète par les instituts, peut paraître assez arbitraire, puisqu'il y a une part de calcul et d'intuition, et que l'opinion publique bouge. C'est cela aussi qui peut nourrir cette idée d'un prétendu vote caché dont a tant parlé Éric Zemmour et qui finalement n'était pas si caché. Ce vote caché. Vous pensez qu'il y a un vote caché, Éric Zemmour ? Ah oui, je pense qu'il y a un vote caché. C'est une chute libre à laquelle on a assisté il y a quelques instants. Il ne s'attendait pas à ça. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cet espoir de fameux vote caché. Un vote caché qui était tellement caché qu'il n'existait absolument pas. Et tout ceci est lié à la fameuse marge d'erreur, rarement mise en avant, mais qui change tout. Si par exemple, un candidat est crédité de 20% d'intention de vote, avec une marge d'erreur de 2 points et un niveau de confiance de 95%, il y a 95% de chances que le pourcentage réel de cette personnalité se situe entre 18 et 22%. Leçon à retenir donc, quand on voit un écart de 2 ou 3 points entre 2 candidats, mieux vaut rester prudent. Enfin, cela pose question aussi sur les critères de fonctionnement de cette marge d'erreur. Venons-en à cette présidentielle. Sur quoi les sondages ont eu raison ou tort pour cette élection ? On ne peut le nier, les sondages ont tendance à créer une petite musique dans notre tête. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais le directeur d'un institut de sondage. Les sondages sont performatifs, ils créent des effets et ne se contentent pas de mesurer le réel. Dans cette présidentielle, depuis automne 2021, pas une semaine ne s'est écoulée sans qu'un sondage s'immisce dans la campagne. Un jour, c'est Éric Zemmour, pas officiellement candidat, qui accéderait au second tour. Un autre, c'est Marine Le Pen. Et nous sommes alors qu'en octobre. Pour avoir un aperçu de tout cela, je vous propose de nous plonger dans ce que nous disaient les sondages à 6 mois, à 1 mois et à 2 jours des élections. Le 6 octobre 2021, dans un sondage Elab, Emmanuel Macron est en tête à 25%. Marine Le Pen est à 16%, Éric Zemmour à 13%, à égalité avec le candidat LR. Yannick Jadot est à 9%, Jean-Luc Mélenchon à 7% et Anne Hidalgo à 5%. Une semaine plus tard, sur ce sondage de Harris Interactive, Macron était à 24%, Zemmour à 17%, Le Pen à 15%, Xavier Bertrand était à 14%, Mélenchon à 11%, Jadot à 7% et Hidalgo à 5%. Et là, l'emballement médiatique sur la candidature d'Éric Zemmour atteint des sommets. L'éditorialiste, qui n'a toujours pas déclaré sa candidature, gagne
4 points par rapport au dernier sondage Harris Interactive d'il y a quelques jours. Comment le qualifier, Philippe Corbet ? C'est énorme, pardon de dire ça comme ça, mais c'est incroyable. Quand il s'agit d'enquêtes produisant des résultats spectaculaires autour de Zemmour, je veux dire, la machine s'est emballée aussi en raison de l'intensité de la production des sondages et des résultats parfaitement improbables que les enquêtes publiaient. Donc je dirais, non, c'est dommage qu'on en soit arrivé là. Le 9 mars, soit à un mois de l'élection, pour Harris Interactive, Macron est à 30%, Le Pen à 18,5%, Mélenchon à 12,5% à égalité avec Zemmour, Pécresse est à 10,5%, Jadot à 5%, Roussel et Hidalgo à 3,5% et 2% respectivement. Et du côté de l'Institut de sondage BVA Group, Macron est à 30%, Le Pen à 17%, Zemmour à 13%, Mélenchon à 12,5%, au coude à coude avec Pécresse à 12%. Et pour finir, à 2 jours du scrutin, pour Harris Interactive, Emmanuel Macron est à 27%, Marine Le Pen à 24%, Mélenchon à 18%, Zemmour 8,5%, Pécresse 8%, Jadot 4,5%, Roussel 2,5% et Hidalgo 2%. Côté BVA, Macron est à 26%, Le Pen à 23%, 17,5% pour Mélenchon, 9,5% pour Zemmour, 8,5% pour Pécresse. Bon, maintenant que je vous ai donné ces chiffres et ces différents sondages qui illustrent les différentes phases par lesquelles est passée cette campagne, quels enseignements peut-on en retirer ? Tout d'abord, on peut dire que les instituts ont toujours mis Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête, à part, pendant une courte interlude, Éric Zemmour. À 1 mois et à 2 jours du scrutin, les sondages les plaçaient largement en tête, avec 4 à 6 points d'écart entre le deuxième et le troisième. Ensuite, on ne peut occulter la place d'Éric Zemmour dans cette campagne. Jamais un candidat qui se présente comme en dehors des partis traditionnels et qui finira à seulement 7% des voix n'aura bénéficié d'un tel battage médiatique. Les médias ont fait un événement de sa possible candidature et ont ensuite largement invité ce candidat, qui était pour eux une garantie de faire de l'audience. Vous êtes le phénomène politique de cette rentrée. Dans les sondages, on vous met entre 9 et 11% d'intention de vote. Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Éric Zemmour. Édition spéciale avec Éric Zemmour. Éric Zemmour, bonsoir. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Aussi, l'influence des sondages sur les dynamiques politiques est ici assez claire. Grâce à sa bonne position dans les enquêtes d'opinion, données au coude à coude avec Marine Le Pen, Éric Zemmour a pu rallier à lui des membres du Rassemblement national. Ce qui ne s'est pas traduit dans les urnes aura eu d'immenses conséquences sur le débat politique. Le traitement médiatique de la candidature d'Éric Zemmour a permis d'ouvrir encore davantage la fenêtre d'Overton. Le concept désigne l'ensemble du disciple dans un espace public à un moment donné. Donc ce qu'on a le droit de dire dans le débat médiatique sans se trouver immédiatement disqualifié. Et l'idée, c'est que cette fenêtre, elle s'étend, elle se referme et elle se déplace. Ce qui nous choque le fait par contraste. Et que donc, une idée choquante à un moment donné, si on la met vis-à-vis d'une idée plus choquante encore, elle finit par devenir raisonnable. Mais aussi de donner à Marine Le Pen, aux yeux d'une partie de l'opinion, une image de candidate modérée à côté des outrances quotidiennes d'Éric Zemmour. Le candidat de Reconquête lui aura donc déroulé un tapis rouge. Monté jusqu'à 17% dans certains sondages à 6 mois de l'élection, et même donné au second tour, il finira à 10 points de moins le 10 avril. Les sondages se sont toujours trompés depuis 25 ans. Je vous assure que je serai au second tour. Le troisième élément à retenir, c'est l'incapacité qu'ont eu les instituts de sondage à évaluer les votes dits utiles des gens indécis, notamment à gauche. À 1 mois des élections, Jean-Luc Mélenchon est donné à 12-13%. Il est largement en tête de la gauche, mais reste loin du second tour. Ses concurrents à gauche se maintiennent autour de 7 et 5%. À 2 jours du scrutin, Jean-Luc Mélenchon est crédité de 17 à 18,5% des intentions de vote, avec Jadot et Hidalgo qui se situent autour de 4 et 2%. Il semble bénéficier d'un report de voix de Hidalgo et Jadot, qui ont environ perdu 3% chacun dans les sondages en 1 mois. Mais ça n'est pas suffisant pour lui permettre d'atteindre le second tour, étant à 6% d'écart de Marine Le Pen dans la majorité des sondages. Et pourtant, ce n'est pas de 6%, mais de 1,2% que sera l'écart final entre les deux candidats 2 jours plus tard. 421 420 voix d'écart, très exactement. C'est pas loin, hein ? Faites mieux. Il est donc assez légitime de se questionner sur le nombre de personnes indécises qui ont pensé que le second tour était inaccessible pour le candidat le mieux placé à gauche, même avec leur vote utile, et qui ont finalement voté pour un petit candidat correspondant mieux à leurs idées. Et à contrario, on peut aussi s'interroger sur le sursaut de dernière minute dont a bénéficié Jean-Luc Mélenchon, et qui n'a pas été prédit par les sondages. Il y a eu une mobilisation d'abstentionnistes qui a bénéficié à Jean-Luc Mélenchon. 30% des électeurs qui se sont décidés au dernier moment ont voté pour lui, selon Mathieu Gaillard, directeur d'études chez Ipsos.
Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Enfin, Valérie Pécresse a été surestimée par les sondages qui, comme je le mentionnais plus tôt, du fait de leur méthodologie, surestiment les votes en faveur de la droite et l'extrême droite. Pour expliquer ces différences, les instituts de sondage avancent l'argument du vote utile, mais aussi l'effet d'une mobilisation plus importante que prévu. On est face à un outil qui fonctionne pas. Voilà. Je sais pas, quand un chirurgien se trompe de 4 à 10 cm dans l'endroit où il doit opérer, on lui fait un procès. Là, les instituts continuent à produire des enquêtes qui sont toujours aussi peu discutées quand elles sont reprises, diffusées. Le but ici n'est pas de dire que les instituts auraient sciemment voulu truquer l'élection, mais de se questionner sur l'impact que ces sondages ont pu avoir sur cette campagne, et, à plus forte raison, sur notre démocratie depuis des années. L'objectif est de s'interroger, comme de nombreux médias et chercheurs l'ont déjà fait, au premier rang desquels le sociologue Pierre Bourdieu, sur l'utilité ou la nocivité d'un tel procédé dans notre processus démocratique, du fait de leur imperfection et des mécanismes qu'ils provoquent chez les électeurs. Et d'une certaine manière, ceci révèle un danger, un biais majeur. À ce propos, le sociologue Michel Fize écrit « Les instituts de sondage, fondés sur des données statistiques, ne recueillent pas, n'enregistrent pas l'opinion publique. Ils la créent. » Un des effets principaux que produisent les sondages, c'est d'imposer à des gens des questions idiotes, ou des questions qui n'intéressent que ceux qui les posent. Alors comme les gens sont polis, en général ils répondent, et par le fait de poser certaines questions naïves d'un point de vue scientifique, on produit des réponses artificielles, on produit des artefacts. Entre 2002 et aujourd'hui, le recours au sondage a été multiplié par quasiment 5 dans les médias. On ne peut ici oublier leur responsabilité. Les médias s'abreuvent de sondages à longueur de journée, car il s'agit avant tout de remplir de l'antenne, avec du commentaire. Et quoi de plus facile à commenter qu'un sondage? Mais pendant qu'ils commentent, c'est notre démocratie qui s'abîme. À ce sujet, plusieurs médias ont fait le choix de ne pas diffuser ni commenter les sondages. C'est le cas notamment de Ouest France. En octobre, son rédacteur en chef annonçait sur Twitter « Ouest France ne participera pas à la grande manip, ne réalisera aucun sondage politique avant la présidentielle et évitera de perdre du temps à commenter ceux des autres. » Mediapart a fait le choix dès sa création de ne pas commander ni commenter de sondages politiques. Mais nombreuses sont les chaînes d'information en continu qui commentent les sondages sans la distance critique nécessaire, sans les remettre en contexte. On assiste à un commentaire sportif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui compte dans les sondages, c'est de savoir qui est premier, qui est second, qui est l'outsider, qui va dépasser l'autre, etc. Et les gens assistent à une course à l'élection présidentielle et non plus à un débat, comme on avait lieu autrefois, pour savoir qui sera le meilleur président pour la France. Par exemple, CNews a été rappelé à l'ordre fin octobre par la commission des sondages, après avoir diffusé un tableau qui avait pour titre « Présidentiel, Éric Zemmour en hausse », alors que l'étude en question montrait une stabilité du candidat depuis 3 semaines. Et là où CNews a fait très fort, c'est que l'infographie en question totalisait 106% d'intention de vote à l'élection présidentielle de 2022. Et elle testait simultanément 3 candidats à l'investiture des Républicains, alors qu'un seul serait finalement candidat. Cerise sur le gâteau, la chaîne a oublié d'afficher les marges d'incertitude du sondage. Ça appartient à qui déjà, CNews? Et quant à Zemmour, pardonnez-moi, mais il publiait des livres à des centaines de milliers d'exemplaires bien avant qu'il ne revienne sur CNews. Personne ne pensait, personne ne savait qu'il allait être président de la République. Franchement, c'est pas raisonnable. À l'époque, la commission des sondages appelle l'attention de chacun sur la prudence qu'il convient d'adopter à la lecture de certains médias et sur la nécessité de vérifier les estimations sur le site des instituts mentionnés. Bref, les sondages sont souvent utilisés pour faire le buzz. Avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Vous avez décidé de le tester. Oui. On rappelle que la commission des sondages vous y autorise. Tout à fait. Ouais. Tant que nous testons le second tour contenu dans le premier tour, à savoir Le Pen-Macron. Voilà, le rapport de force est extrêmement net. Depuis l'apparition des chaînes d'information en continu, l'information a rapidement été remplacée, en grande partie, par des longs débats d'éditorialistes et d'invités réguliers. Beaucoup moins coûteux pour les chaînes, et, pour éviter de brasser trop de vide, rien de mieux qu'un sondage à commenter. Hors période présidentielle, un sondage sur l'immigration, l'insécurité, le pouvoir d'achat, etc. Et en présidentielle, les sondages de premier et de second tour. Il en va de même pour la presse en ligne, qui a des articles faciles à faire chaque semaine sur lesquels amener des internautes, valorisant ainsi les revenus publicitaires de leurs médias. Un véritable cercle vicieux. Notons par exemple que sans le phénomène médiatique qui s'est créé autour d'Éric Zemmour, alimenté par les sondages, les questions de sécurité
et d'immigration n'auraient probablement pas occupé une place aussi importante dans la campagne. Il y a eu des travaux scientifiques très pointus qui ont été réalisés, notamment sur les questions liées à l'immigration. On a des répondants, des internautes, qui ont tendance à être plus conservateurs, moins tolérants que la population générale, en tout cas que les sondés quand on passe par des entretiens en face à face. Et donc c'est vrai que dans le moment qu'on traverse, moi ça me fait relativiser très fortement ce que tous les médias, tout le monde politique a raconté ces dernières semaines sur par exemple la poussée fulgurante d'Éric Zemmour. À ce stade, si on résume, les sondages ont donc une méthode discutable, car elle retient les gens sûrs de leur vote, alors qu'un très grand nombre reste indécis jusqu'au dernier jour d'une présidentielle. Leur multiplication abreuve les médias de tant de commentaires stériles et qui créent des sortes de dynamiques artificielles qui influencent par leur caractère scientifique et le bruit médiatique qu'elles génèrent. Alors, en a-t-on vraiment besoin ? Au regard de tout ce que je viens de vous énoncer, une nouvelle question se pose. Oui, je sais, il y en a beaucoup. Faudrait-il interdire les sondages ou alors changer totalement leur utilisation ? L'interdiction des sondages s'est souvent retrouvée au cœur du débat dans les périodes électorales. Déjà, en 1974, juste après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, plusieurs voix s'étaient élevées pour les interdire. Elles regrettaient alors leur importance croissante dans les campagnes présidentielles. Mais alors, que se passerait-il si on les interdisait ? Les électeurs voteraient à l'aveugle, certes, mais il y aurait aussi des avantages. Cela pourrait permettre de parler plus du fond des programmes et moins d'enjeux stratégiques sur la compétition. Pour le politologue Alexandre Désé, sans sondage, plutôt que de se focaliser sur le jeu, on pourrait se recentrer sur les enjeux et peut-être davantage intéresser les électeurs. Mais c'est plus un problème des médias que des sondages, estime le directeur des études d'opinion de l'Institut Opinionway, Frédéric Michaud. Selon les sondeurs, l'interdiction des sondages comporte aussi de nombreux risques. Sans les intentions de vote, on aurait eu une campagne de rumeurs et de fake news, a déclaré Luc Laurentin. Les candidats pourraient faire fuiter des sondages d'autres pays ou inventer des dynamiques en disant qu'ils ont des sondages qui les mettent en tête. Par exemple, pendant le congrès des Républicains de 2021, plusieurs candidats s'annonçaient favoris, sans qu'aucun sondage puisse établir précisément les rapports de force. Brice Teinturier, directeur général délégué de Ipsos, ajoute: parler de dictature des sondages, c'est oublier qu'il n'y a pas de sondage dans les dictatures. Les sondages, malgré tous leurs défauts, ont le mérite d'être une méthode objective, avec des méthodes scientifiques, des rapports de force. Si on n'a plus de sondages, on peut imaginer que les citoyens essaieraient de savoir qui est le mieux placé avec d'autres moyens, comme la présence dans les médias, l'impact sur les réseaux sociaux des candidats. Pointe Hugo Touzé, docteur en sociologie. Surtout, interdire les sondages, est-ce vraiment réaliste ? Le changement de 2002, qui a ramené à 2 jours la période d'interdiction de publication des sondages, contre 1 semaine auparavant, a été fait au nom de l'article 10 de la Cour européenne des droits de l'homme relatif à la liberté d'expression. Il semble donc difficile aujourd'hui d'étendre à nouveau l'interdiction de publication des sondages sans aller à l'encontre des traités européens. Surtout, celle-ci pourrait être facilement contournée. Des médias belges ou suisses pourrait par exemple publier des sondages la semaine précédant l'élection ou le jour même, puisque la loi française ne s'applique pas dans ces pays. Enfin, la place des sondages dans une présidentielle est devenue centrale, puisqu'ils sont pris en compte dans l'équité du temps de parole. Ils font désormais partie du processus électoral. En réalité, pour les spécialistes de ces questions, l'enjeu aujourd'hui n'est pas tant de supprimer ou non les sondages, mais plutôt de réduire leur nombre, d'améliorer leur qualité et de renforcer les pouvoirs de la commission chargée de leur contrôle. Ils recommandent aussi de renforcer la législation pour rendre encore plus transparente leur chaîne de fabrication, et notamment la partie qui concerne l'échantillonnage et les redressements. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a permis d'y voir plus clair sur l'impact des sondages sur nos élections. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Le sujet est vaste et j'aimerais encore l'approfondir, alors n'hésitez pas à me dire en commentaire les questions que vous voudriez que je traite en particulier. Je précise d'ailleurs ici que cette vidéo a été écrite en collaboration avec Mathias Enthoven, directeur des programmes de Blast. Comme toujours, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et pour garantir notre indépendance, rendez-vous sur blast-info.fr. À très vite sur Blast.